Alors, je vais lire avec vous le sujet. Une plaie des voies lacrymales est à rechercher devant. Toute plaie palpébrale de l'angle externe, non, c'est pas l'angle externe. Je vous ai dit, c'est en interne, la plaie, les voies lacrymales. Toute plaie palpébrale de l'angle interne, effectivement, ça c'est juste. Toute hémorragie sous-conjonctivale, non, pas forcément. Toute plaie du bord libre, oui. Toute atteinte du muscle droit interne, oui, parce que c'est proche. Donc les réponses justes ici sont B, D et E. D'accord? Un strabisme ou une diplopie post-traumatique. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Tout est bon, tout est clair? Voici les sujets de cette année. Ah, d'accord, on termine avec ce sujet, on passe au sujet de cette année. Est-ce que l'astigmatisme donne une diplopie binoculaire? Non, monoculaire, des fois. Parfait. La deuxième question, un strabisme ou une diplopie post-traumatique, spontanée ou lors des mouvements, oriente vers une paralysie d'un muscle, une cataracte post-traumatique. Alors, on va répondre aux questions, un strabisme ou une diplopie post-traumatique, spontanée ou lors des mouvements, oriente vers une paralysie d'un muscle, oui, une cataracte post-traumatique, non. Ah oui, la cataracte, pas la cataracte, c'est la luxation, mais on peut avoir ça aussi, c'est-à-dire une cataracte associée à une luxation du cristal, hein. Ça va donner une diplopie. Une paralysie d'un muscle, si vous avez par exemple un traumatisme avec une fracture du plancher de l'orbite et vous avez une incarcération du muscle droit inférieur, vous pouvez avoir une diplopie. Ou un strabisme aussi parce que le patient il n'arrive pas, il y a un défect de l'élévation. Une cataracte post-traumatique, oui, surtout si elle est associée à une luxation du cristallin. Et un ptosis post-traumatique. Euh, Là, non, il n'y a pas de lien. Une section d'un muscle, oui. Une incarcération musculaire dans une fracture de l'orbite, c'est ça. OK? Donc là, vous avez la paralysie d'un muscle, vous avez une cataracte post-traumatique, une section d'un muscle et une incarcération musculaire dans une fracture de l'orbite. Ça, surtout un strabisme, une déviation de l'œil post-traumatique. Le signe de Seydel, c'est bon pour cette question. Si vous avez des questions, en fait, quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez le mettre en commentaire. Le signe de Seydel nécessite la fluorescéine et la lumière verte, la lumière bleue. Le colorant c'est vert, et la lumière c'est bleu. Donc A c'est faux. Nécessite la fluorescéine et la lumière bleue, c'est ça. Donc on met une bandelette de fluorescéine et après on switch vers la lumière bleue à la lampe à fente pour voir le signe de Seydel. Signe est la solution de continuité de la cornée, c'est ça. Donc il y a une plaie tranchante, perforante. Et ça, à ce moment-là, il y aura la sortie de l'humain aqueuse qui va laver le colorant, d'accord? Et vous aurez le signe, on l'appelle ça le signe de la rivière. Bon, il y a quelqu'un, Lisa, qui est en train de très bêche sur le sujet. Est-ce que vous voulez poser une question? Alors, après, oriente vers un ulcère de cornée, pas un ulcère, pas une plaie de cornée. C'est une solution de continuité. Pathognomonique d'une perforation cornéenne aussi, soit une plaie ou bien une perforation. Par exemple, quelqu'un qui reçoit quelque chose, c'est-à-dire une aiguille par exemple à l'intérieur de l'œil, et ça va perforer la cornée. Quand vous mettez la goutte de fluo, la lumière aqueuse va sortir à travers cette perforation. Donc les réponses justes sont B, C et E. Le cerf de cornée ne va pas donner un seidel, mais juste une fluo positive, ainsi une ulcération dite fluorescine positive. Lors d'une subluxation du cristallin, elle se trouve dans un plan frontal, elle se trouve dans un plan horizontal, la rupture zonulaire est totale. Alors, il faut faire la différence entre la subluxation et la luxation. La luxation, c'est la rupture de toute la zone sur 360 degrés. Donc, vous pouvez avoir une luxation antérieure du cristallin, c'est-à-dire, c'est où alors, vous allez, voilà, donc ça, c'est l'œil. Le luxa, c'est le, bon, je vais enlever ça.
vous allez avoir, هذا c'est le cristallin. Il va se luxer en postérieur. Ça s'appelle la luxation postérieure du cristallin. Si ça va se luxer en chambre antérieure, ça s'appelle la luxation antérieure du cristallin. Mais la luxation survient quand la zonule est rompue sur 360 degrés. Une rupture totale de la zonule. Maintenant, quand la zonule est rompue partiellement, on va avoir une subluxation. C'est-à-dire le cristal hein, ne va plus être dans sa position, d'accord? Il va être subluxé soit en supérieur, en inférieur, en temporal ou là en nasal. Selon la rupture, l'endroit de la rupture et le degré de la rupture zonulaire. On appelle ça une subluxation. Donc, il se trouve dans un plan frontal. Oui, c'est ça, le plan frontal. Horizontal, on peut considérer ça comme juste aussi. D'accord? Il peut faire ça. Mais si ça veut dire le plan horizontal comme ça, non. OK? Donc, on va dire que c'est le plan frontal surtout. Donc, c'est une subluxation, le cristallin qui va bouger en supérieur, inférieur, en temporal ou là en nasal. Ça signe la rupture zonulaire totale, non partielle. D'accord? La rupture zonulaire totale donne une luxation. La rupture zonulaire partielle, oui, aucune réponse n'est juste. Donc, on va dire qu'il se va trouver dans un plan frontal, OK? Le cristallin, il est là dans son plan frontal, mais soit il est subluxé en supérieur, en inférieur, en temporal ou en nasal. Et la réponse D, la rupture zonulaire est partielle. OK? Une plaie sclérale est à rechercher devant. Une hémorragie sous-conjonctivale importante. Oui, il faut rechercher ça, une plaie sclérale. Une hypertonie oculaire, non. Devant une hypotonie, قلنا une hypotonie oculaire. Un iridodonésis. L'iridodonésis est rencontré surtout en matière de traumatisme oculaire contusif, pas perforant. Aucune des réponses, mais surtout, donc, on va rechercher une plaie sclérale devant une hémorragie sous-conjonctivale importante et devant une hypotonie oculaire. On a les deux signes majeurs qui nous orientent vers la plaie. La cataracte est une luxation du cristallin. Non. Opacification de la cornée, non. Infection du cristallin, non. Opacification du cristallin, oui. C'est ça la définition de la cataracte. Hémorragie du cristallin, on voit que ça n'existe pas. L'hémorragie du cristallin, l'infection du cristallin, ça n'existe pas sur le plan terme scientifique. Les atteintes oculaires au cours du diabète peuvent être vasculaires, oui. Neurologiques, oui. Infectieuses, oui. Congénitales, non. Métaboliques, oui. Donc, en matière de diabète, on peut avoir la rétinopathie diabétique ou le derme maculaire diabétique. Ça, c'est des atteintes vasculaires. On peut avoir une paralysie oculomotrice ou là une neuropathie optique. Ça, c'est une atteinte neurologique. Infectieuse, ça peut donner une endophtalmie dite endogène, une atteinte oculaire. Donc, le patient, il est déséquilibré sur le plan diabétique. Il fait, par exemple, une infection urinaire. OK? Une infection urinaire, il y aura la migration de l'infection vers l'œil et ça va donner une infection, une endophtalmie, une infection de l'œil, ça s'appelle une endophtalmie. Alors, je vais essayer de voir les questions en même temps. C'est quoi l'iridodonésis? L'iridodonésis, c'est l'iris qui bouge. Alors, il est tombé cet iris. Alors, je vais ramener l'iris. OK. Voilà. Donc, l'iridodonésis, ah, l'iris. L'iris, il a comme support le cristallin derrière. D'accord? Le cristallin, il est stable grâce aux fibres zonulaires. Et qu'on a qu'il y a des fibres zonulaires sur 360 degrés pour stabiliser le cristallin et pour transmettre en fait les mouvements du muscle ciliaire, pour donner la- oh, euh, voilà, l'accommodation. Et quand il y a une rupture zonulaire, c'est-à-dire des zonules, le cristallin va bouger comme ça. Quand on examine le patient à la lampe à fente, on va trouver un cristallin qui bouge, qui n'est pas stable. Ça s'appelle phacodonésis, c'est-à-dire cristallin, donésis qui bouge. Phacodonésis, un cristallin qui bouge. Et quand le cristallin bouge, l'iris va suivre. Ça va bouger aussi et ça s'appelle iridodonésis. Irido, c'est l'iris, donésis, c'est mouvement. D'accord? Donc, il y a l'iris qui bouge. C'est en cas de traumatisme contusif, c'est ça. L'éridodonésie, c'est en cas de traumatisme contusif parce que l'impact avec peut donner une rupture des zonules. Et c'est quoi le mécanisme de l'atteinte infectieuse? L'atteinte, c'est le déséquilibre. À chaque fois que vous avez un diabète, vous pouvez avoir
Un diabète déséquilibré pouvait avoir une infection, d'accord? Une infection du pied, une infection urinaire. Le diabète, c'est parmi les facteurs de risque des infections. Et l'infection de l'œil, ça s'appelle l'endophtalmie. Le petit région chalazion dans le cadre du diabète, non. Non, non, ça n'a rien à voir. Le petit région et la chalazion, ça n'a rien à voir. Le diabète. Donc, le diabète, ça augmente le risque des infections, par exemple, des blépharies, des infections des paupières. Vous pouvez avoir, par exemple, un orgelet. Mais le chalazion, je vous ai dit, c'est un mécanisme inflammatoire. C'est une inflammation de la glande de Mébomus. Le petit région, c'est un autre mécanisme. D'accord? C'est l'exposition en général à la lumière ultraviolette. L'ophtalmologie, l'ophtalmoplégie internucléaire, quels sont les signes cliniques? C'est un déficit de l'oculomotricité. Il y a un œil qui va bouger, par exemple, dans un sens et l'autre œil qui pourra pas. C'est un problème de coordination entre les deux yeux. D'accord. En général, quand vous regardez dans un champ temporal, il y a les deux yeux qui vont bouger en même temps. D'accord. Mais quand il y a une atteinte centrale, il y aura un problème de coordination entre les deux yeux, des nerfs qui vont en fait régler la coordination. Et c'est ça l'ophtalmoplégie internucléaire rencontrée en matière de sclérose en plaques surtout. Voilà. Donc on revient vers le sujet. Je pense que j'ai répondu à vos questions. C'est bon pour les atteintes du diabète vasculaire, oui, neurologique, oui, infectieuse, oui, congénitale, non, et métabolique en matière de cataracte, par exemple. La cataracte diabétique, c'est une cataracte qui est due à un problème métabolique. La rétinopathie hypertensive peut se présenter sous forme de cataracte hypertensive, non. Il n'y a pas de cataracte hypertensive. Œdème papillaire, oui. Croisement artério-veineux, oui. Hémorragie, oui. Rétrécissement artériel, oui. OK? Donc, on a fini avec ce sujet. Je vais revenir vers le lien. Euh, Qu'est-ce qu'on doit savoir sur la choriorétinite? Vous ne devrez rien savoir sur la choriorétinite. Vous n'allez pas avoir une question sur ça. D'accord? Alors, Drive. J'espère que ça s'ouvre, ce lien. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran à data Drive ou là, je dois le partager? Alors, dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que c'est visible ou pas? Donc, il y a une partie 2 de sujet. On continue. Ah. Il y a des signes en commun entre l'athérosclérose et la rétinopathie hypertensive, y compris le croisement. Ok, maintenant on parle, ce ne sont pas des classifications en fait séparées, c'est la même classification, que ce soit pour l'athérosclérose ou l'HTA parce que c'est intriqué en fait, c'est la même chose. Chaque fois que vous allez trouver une athérosclérose, il y a une HTA associée. Parfait. Donc on a dit que l'examen ophtalmologique au cours de l'HTA permet de poser le diagnostic. Oui, parce que je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai reçu un malade qui est venu juste pour une correction. Et quand j'ai examiné le fond d'œil, j'ai trouvé qu'il y a une occlusion de l'artère, de la veine, d'une branche veineuse, probablement due à une HTA. Et quand je lui ai demandé est-ce qu'il y a un problème au niveau pour l'HTA et tout, il m'a dit oui, j'ai déjà trouvé un chiffre IV, mais j'ai pas consulté. Donc probablement, ceci est dû à un problème d'une HTA non traitée. Donc, j'ai fait une lettre pour l'adresser au cardiologue. Et ça nous arrive souvent. Quand on examine le fond d'œil, on peut trouver des signes de croisement, d'un rétrécissement, des signes qui nous orientent vers une HTA. Parce que l'examen du fond d'œil, on voit même les vaisseaux. D'accord? Donc, tout problème vasculaire, on peut le voir au niveau du fond d'œil. L'œil, c'est vraiment la fenêtre de l'organisme. Et quand on oriente le patient vers le cardiologue, souvent ils reviennent avec une MAPA ou une HTA est diagnostiquée. Donc ça permet de poser le diagnostic d'une HTA, évaluer l'efficacité du traitement, bien sûr. Quand le cardiologue commence son traitement, en général, il nous réenvoie le patient pour voir est-ce qu'il y a une amélioration des signes au niveau du fond d'œil ou pas. Traiter les complications, bien sûr. Donc, l'examen ophtalmologique permet de traiter les complications, évaluer le pronostic, oui, et équilibrer la tension artérielle. Donc, tout ça, c'est juste. Après, le rétinoblastome est une tumeur bénigne. Non, c'est une tumeur maligne. De diagnostic clinique, oui, souvent c'est de diagnostic clinique. La tumeur oculaire la plus répandue chez l'enfant, la tumeur oculaire maligne la plus répandue chez l'enfant. Bon, parce qu'il y a le rhabdomyosarcome aussi.
Oui, on peut considérer cette réponse comme juste. De bons pronostics, non, de mauvais pronostics. Toutes les réponses sont fausses. Donc déjà, le diagnostic est clinique et la tumeur oculaire la plus répandue, hein. Donc, elle est incomplète, cette proposition. C'est la tumeur oculaire maligne la plus répandue chez l'enfant. La tumeur intraoculaire plutôt, intraoculaire. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui sont justes? Les kératites virales sont d'emblée bilatérales, non, souvent unilatérales, se compliquent d'opacité sous-épithéliale quand il s'agit d'un adénovirus. Oui, c'est juste, ça peut se compliquer d'opacité sous-épithéliale en matière d'adénovirus, se complique fréquemment du vide postérieur, non. Les ulcérations dendritiques sont en faveur d'un herpès, oui. Donc, on a la réponse B qui est juste et D. B et D, voilà, donc c'est la E. L'examen à la lampe à fente d'une uvite antérieure retrouve un cercle périkératique, oui, une pupille en mydriase au stade de début de la maladie. On a dit que c'est une pupille en myosis à cause des sénéchies. Des précipités rétrodesmétiques, oui, c'est une réponse juste. Les appelle aussi des précipités rétrocornéens, ou la PRC, l'abréviation c'est PRC, précipité rétrocornéen, ou la rétrodesmétique. Un phénomène dit de Tyndall, présence de protéines ou de cellules inflammatoires circulant dans la lumeur aqueuse, oui, dans la chambre, c'est juste. Des sénichies iridocristallines. Donc c'est juste. La seule réponse fausse, c'est la midriase. OK? Alors, parmi les propositions suivantes, une est fausse. Le glaucome primitif à angle ouvert réalise le tableau d'une neuropathie optique lentement progressée. Oui. S'associe toujours à une hypertonie oculaire mesurée par le tonomètre à aplanation. Non, l'hypertonie oculaire, c'est un facteur de risque. Et on rencontre souvent chez les malades qui ont un GPAO une hypertonie oculaire. Mais ça existe le glaucome à pression normale. OK? Et on peut trouver un tonus qui est normal. Donc, pas toujours. C'est un facteur de risque, mais il y a des patients avec, avec un tonus normal. Le glaucome, c'est une neuropathie optique. C'est pas l'hypertonie oculaire. C'est deux choses différentes. Ça existe une hypertonie oculaire isolée, sans glaucome, et ça existe le glaucome à angle ouvert sans hypertonie. Mais le plus souvent, oui. Si on vous dit le plus souvent, oui, mais pas toujours. S'associe souvent à une myopie et des facteurs de risque cardiovasculaires. Oui, c'est parmi les facteurs de risque du glaucome primitif à angle ouvert. Donc, là, on a la forte myopie, on a l'HTA, le diabète, l'ethnie africaine, les facteurs de risque familiaux, la prédisposition familiale. Tout ça, c'est les facteurs de risque du GPAO. Est une pathologie cécitante, oui. Et le traitement est médical en premier lieu, oui. En premier lieu, médical. Et si on vous dit une question, le SLT peut être en premier lieu, on peut dire oui aussi, une réponse juste. Alors, lors, tous ces examens paracliniques au cours du GPAO sont indispensables. La gonioscopie pour apprécier le degré d'ouverture de l'angle iridocornéen, oui. La tomographie en cohérence optique, OCT pour évaluer l'épaisseur des fibres optiques, oui. Alors, paraclinique, la gonioscopie, c'est pas un examen paraclinique, hein. C'est un examen clinique. Là, on vous demande des examens paracliniques. La périmétrie automatisée pour apprécier le déficit du champ visuel, oui. Les réponses A et B. La réponse A et B et C. Alors, c'est un peu flou. Alors, c'est parmi les examens, mais pas paraclinique. La gonioscopie, c'est un examen clinique pour moi. Donc, c'est un peu flou. La réponse B et C est juste, mais je ne vois pas cette association. Donc, vous pouvez considérer A et B ou C ou classe, malgré que la gonioscopie, c'est un examen clinique non paraclinique. OK? Est-ce que vous avez des questions? Quels sont les examens cliniques? Alors, je vous ai dit les examens cliniques pour le GPAO, c'est l'acuité visuelle, premièrement, la gonioscopie ou l'examen de l'angle iridocornéen, le tonus oculaire et l'examen de la papille. Le champ visuel, vous pouvez le considérer comme un examen clinique ou la paraclinique, ok? Mais l'OCT, c'est un examen paraclinique et la gonioscopie est sûrement un examen clinique. Donc, cliniquement, on a l'acuité visuelle, le tonus oculaire, la gonioscopie et l'examen du fond d'œil, c'est-à-dire l'examen de l'excavation, où là, la tête du nerf optique, ou le fond d'œil, excavation, la papille, tout ça, c'est juste. Comment on quantifie une ischémie du limbe? C'est par tranche horaire, d'accord? 2 heures, 2 tranches horaires, 3, d'accord, ou là par cadran.
C'est-à-dire, vous avez une ischémie qui entre deux, on dit, là, par exemple, quand on fait l'examen, après, c'est-à-dire le plus souvent après les brûlures cornéennes, on dit une ischémie rétinienne entre 2 heures, 3 heures. D'accord, par tranche horaire. Donc, imaginez que le limbe, imaginez le limbe comme une horloge. Et à midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, tel 11 heures. Donc, là, on identifie l'ischémie par tranche horaire. Est-ce qu'il y a un âge où il faut systématiquement dépister un glaucome à angle ouvert? Le risque augmente avec l'âge. En général, on dit après l'âge de 40 ans. Surtout si vous avez quelqu'un dans la famille qui a un glaucome, le dépistage commence à l'âge de 40 ans. Par rapport au croisement artério-veineux, on le trouve dans la rétinopathie hypertensive ou la rétinopathie due à l'athérosclérose. Les deux, d'accord? Là, cliniquement, on ne fait pas la différence entre athérosclérose ou la rétinopathie hypertensive, c'est les deux. C'est ancien des classifications entre athérosclérose وحدها et rétinopathie hypertensive وحدها. Dans le vide antérieur, est-ce qu'il y a des sénéchies iridocornéennes ou cristalliniennes? Les deux. Les sénéchies iridocornéennes, on les appelle sénéchies antérieures. Et les sénéchies iridocristalliniennes, on les appelle sénéchies postérieures. Mais on peut trouver les deux. Les sénéchies iridocornéennes, en général, se font en flagonioscopie. Quand on place l'angle, on voit l'angle iridocornéen, c'est à ce moment-là, on trouve les sénéchies antérieures, iridocornéennes. Mais les sénéchies postérieures, c'est iridocristalline. Et la lampe à fente, quoi? Est-ce que la lampe à fente sont installation de la fluo? Non, la fluo, c'est pour la cornée, pas pour le lin. Chez le myope aussi pour le GPAO. Oui, le GPAO, la myopie, c'est un des facteurs de risque. Voilà, donc on passe. Est-ce que vous pouvez. Je pense que je l'ai déjà téléchargé, ce lien. Juste, donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Euh, alors, est-ce que vous arrivez à voir le sujet? Dites-moi en commentaire si c'est visible. Très bien, on commence. Alors, la première question concernant l'appareil visuel. Choisir l'association juste parmi les suivantes. La face postérieure de la cornée est le principal dioptre oculaire. Non, c'est la face antérieure. D'accord? La cornée fait une face antérieure et la face postérieure. La face antérieure, c'est pardon, ça, c'est le cristal, hein. Je sais pas où elle est là. Elle est là. Ça, c'est la cornée. Faire une face antérieure, d'accord? Elle est responsable. Cette courbure-là, c'est le principal dioptre de l'œil. OK? La face antérieure. Grâce à l'accommodation, le cristallin devient bombé et plus puissant. C'est vrai, ça c'est juste. La glande lacrymale principale est responsable de la sécrétion lacrymale de base. Non. La glande lacrymale principale est responsable de la sécrétion réflexe. OK? La sécrétion lacrymale de base est surtout faite par les glandes de Zeiss dans la conjonctive. C'est les glandes surtout conjonctivales et les glandes de Mébomus. Ça, c'est la sécrétion de base pour protéger la surface. Mais une fois, par exemple, vous avez un corps étranger sur la cornée, c'est à ce moment-là où intervient la glande principale pour sécréter beaucoup de larmes, ou là, si vous pleurez, ou là, qu'il y a un larmoiement réflexe, là vient le rôle de la glande lacrymale principale. L'humeur aqueuse est produite par les process ciliaires et excrétée principalement via le trabéculum de l'angle iridocornéen. Ça, c'est juste. La vascularisation rétinienne se divise selon un mode dichotomique. Ça, c'est juste. Donc, pour les réponses justes, vous avez la 2, la 4 et la 5. Alors, il n'y a pas cette association. L'humeur aqueuse est produite par les process ciliaires excrétés principalement de l'angle iridocornéen. Alors là, il manque une réponse. Vous avez 2, 4 et 5. Si vous ne trouvez pas une réponse, prenez juste la 2 et la 4. D'accord? 2 et 4. Oui, effectivement, c'est une faute sujet, je pense. Donc, la vascularisation rétinienne se vote, mais on peut prendre en considération 2 et 4. Si vous mettez 2 et 4, mais ce qui est sûr que la 3 est faux. Donc, il ne faut pas inclure. Si vous trouvez ce type de QC1, c'est-à-dire vous trouvez plus qu'une deux réponses justes, vous choisissez l'association la plus juste. Il ne faut pas inclure une réponse fausse, d'accord? Par exemple, la 1, c'est faux.
Quoi d'autre? OK, donc vous prenez par exemple la B ou la A, c'est faux. OK? La 4 ou la... Je pense pour cette question, je me rappelle, on a considéré la D ou la E comme réponse juste. Il y a eu un problème avec cette question, ça je me rappelle. Et nous avons pris en considération la D et la E. Et la C aussi. Je me rappelle, non, et pas la C, la D et la E, c'est ça. La C, c'est juste, parce que la 3 c'est une réponse fausse. Des fois, il peut y avoir ce problème dans les sujets, mais ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas lésés. Mais ce qui est sûr, c'est vous choisissez c'est-à-dire une proposition où il y a une réponse fausse, c'est considéré comme faux. Mais si vous avez plusieurs réponses justes, on va les prendre en considération. OK? Dichotomique, معناتها هكذا, voilà, c'est une vascularisation thermique. Je ne sais pas ce que vous allez voir. Euh, Alors, regardez. La vascularisation rétinienne dichotomique, c'est-à-dire en double. Et ça va, c'est une vascularisation terminale. Il y a l'artère, il y a la veine. Le branchement, c'est dit une vascularisation dichotomique. OK? Pourquoi la 3 est fausse? Je vous ai dit, la glande lacrymale principale est responsable de la sécrétion réflexe, pas de base. On passe à la deuxième question. Devant un ulcère cornéen chez un patient aux antécédents d'herpès oculaire, réponse fausse. On a un tableau d'œil rouge douloureux avec larmoiement et photophobie. Oui, réponse fausse. Oui, donc ça c'est juste. Un collier à base de dexaméthasone est donné à raison de 6 fois par jour. Là c'est faux, d'accord? On ne peut pas donner les corticoïdes si on suspecte l'herpès. Une récidive après guérison est possible par latence du virus herpès dans l'organisme. Oui. Un traitement antiviral et antiseptique permet la cicatrisation de l'ulcère. Oui. Une extension profonde de l'infection herpétique est possible. Oui. Donc là, la réponse fausse, c'est B. C'est clair. On passe à à la prochaine question. Un œil rouge douloureux peut être secondaire à toutes ces étiologies. Choisissez l'association fausse. Il faut faire attention surtout le sujet par rapport à l'association fausse et juste parce que des fois vous connaissez les réponses mais vous ne faites pas attention à ça. Choisissez la réponse juste ou l'association fausse ou la... OK, il faut faire attention par rapport à ça. Donc maintenant on va choisir les réponses fausses. Euh, œil rouge avec douleur. Une crise aiguë de fermeture de l'angle rido-cornéen. Ça, c'est juste. OK? Ça donne un œil rouge douloureux. Une hémorragie sous-conjonctivale. C'est faux. OK? Une sclérite nécrosante. Ça, c'est juste. Une conjonctivite allergique. Ça, c'est faux. Une kératoconjonctivite virale. Ça, c'est juste. Ça donne une douleur. À chaque fois qu'il y a une atteinte de la cornée, ça donne une douleur. On est d'accord. Donc, les réponses fausses, on a la 2 et la 4. Une hémorragie sous-conjonctivale, une conjonctivite allergique. 2 et 4. On est d'accord? OK? Voilà, donc on passe à la prochaine question. Concernant la myopie maladie, choisir l'association juste. Une longueur axiale supérieure à 30. La myopie maladie, c'est une longueur axiale supérieure à 26, mais j'ai 30. OK? Donc, choisissez l'association juste. Alors, il y a des commentaires. Quels sont les éléments du milieu transparent? S'il vous plaît, même l'hémorragie intravitrienne ne donne pas l'œil rouge? Non. En général, les pathologies de segment postérieur sont indolores avec un œil blanc. OK? Ce sont les pathologies des segments antérieurs qui peuvent s'accompagner d'une rougeur ou d'une douleur. OK? Quels sont les éléments du milieu transparent? Quels sont les éléments de l'angle iridocornéen? Les milieux transparents de l'œil, on a la cornée, la chambre antérieure, c'est-à-dire l'humain aqueuse, le cristallin et le vitré. À les quatre milieux transparents. Les éléments de l'angle iridocornéen, on a aussi quatre structures. La bande ciliaire, l'éperon scléral, le trabiculum et l'anneau de cheval. Voilà. Donc, on passe à la prochaine question. Donc, là, on va choisir l'association juste concernant la myopie maladie. Une longueur axiale qui termine 26 et une réfraction supérieure plus que de 6 dioptries. OK? Une pathologie multifactorielle responsable d'une altération de la fonction visuelle, oui. Un patient atteint de ce type de myopie est 10 fois plus à risque de développer un décollement de rétine rhumatogène que la population générale. Oui, il est plus à risque. Le patient atteint de ce type de myopie est protégé contre le risque de glaucome. Non. Le pectum remotum est situé à une distance infinie en avant de l'œil. Donc, il y a les réponses justes. Là, on peut éliminer déjà la une, donc tout ce qui est. Donc, il nous reste 2 et 3. Voilà, 2 et 3.
OK? Donc, il faut toujours éliminer les réponses fausses. On passe à la prochaine question. Allez, une question. Et la 5. Alors, même si vous trouvez une réponse juste, le fait de ne pas trouver dans l'association, il faut choisir l'association la plus juste. Par exemple, c'est clair, la réponse 1 est fausse, donc éliminez tout ce qui fait la réponse 1. Donc, ça vous donne la A. هادو les QCM ماشي معناتها on va vous donner gare les réponses justes ou la gare les réponses fausses. Il faut choisir la réponse, l'association la plus juste ou la plus fausse. OK? Alors, concernant la cornée, choisir la réponse juste. Tunique avasculaire constituant le prolongement antérieur de la sclère, oui. Euh, c'est le principal dioptre oculaire avec une puissance moyenne de 42,5 dioptries, à peu près, c'est le 2 tiers de 60, oui. Tissu richement innervé par le plexus nerveux épithélial, oui, c'est le tissu le plus richement innervé de l'organisme. Peut-être le siège de pathologies inflammatoires, infectieuses ou dystrophiques. Ça, c'est juste. Donc là, on a toutes les réponses qui sont correctes. OK? Alors, on va passer vite. Balak نلحقوا نديروا le deuxième sujet. Il a خلانا zoom. J'espère. Même si ça s'arrête, on va attendre un peu et je reviens. OK? Une cataracte congénitale peut être suspectée chez... Alors, on a pour choisir la réponse juste ou fausse. Une cataracte congénitale peut être suspectée chez un enfant devant. La réponse juste. Une ophtalmie, une leucocorie, un œil rouge et un strabisme. Donc, devant la leucocorie et le strabisme, surtout. C'est la B et D. La cataracte ne donne pas d'œil rouge. La cataracte congénitale. Et la ophtalmie, c'est surtout le glaucome congénital, pas la cataracte congénitale. On passe. Concernant le rétinoblastin, la réponse juste. C'est une tumeur primitive de l'œil hautement maligne. Oui. Touche le nourrisson et le jeune enfant. Oui. Peut donner des métastases. Oui. La leucocorie est le principal et le signe d'appel le plus fréquent. Donc, Tanatan et toutes les associations, toutes les réponses sont justes. Vous avez la leucocorie comme le premier signe d'appel. Le deuxième signe d'appel, c'est le strabisme. C'est bon, on passe. Chez l'enfant, cochez la réponse juste. Le strabisme unilatéral précoce justifie un examen du fond d'œil sous anesthésie générale. Oui, d'accord. Si on peut examiner le patient à vif sans anesthésie, oui. Sinon, c'est l'anesthésie générale pour mieux examiner toute la rétine. Alors, la leucocorie, alors je vais ramener juste le chargeur de mon PC parce que ça va s'éteindre. Voilà. Alors, on était où? Alors, chez l'enfant, le strabisme, cochez la réponse juste. Le strabisme unilatéral précoce justifie un examen du fond d'œil sous anesthésie générale, oui. La leucocorie est une urgence pouvant révéler une pathologie grave, oui, comme le rétinoblastin. La mesure de la réfraction se fait toujours après cycloplégie. Voilà, c'est la règle chez l'enfant. On ne peut pas avoir une réfraction sans cycloplégie. Il faut c'est la cycloplégie. Le dépistage de la rétinopathie du prématuré est systématique chez les nouveau-nés de petit poids de naissance, oui. Alors, à vous le rôle comme médecin généraliste de sensibiliser les gens par rapport à cette pathologie, s'il vous plaît. Moi, je suis spécialisée en rétine, en chirurgie vitréo-rétinienne, et je reçois tout le temps des enfants avec un retard de diagnostic qui arrive au stade 5 de la rétinopathie du prématuré, c'est-à-dire le décollement total en tunnel fermé, et là, on peut rien faire. La rétinopathie du prématuré, c'est le dépistage au stade de début, vraiment. Donc, il faut dire aux mamans, dans votre entourage, à chaque fois qu'il y a un prématuré, dès qu'il sort de la couveuse, il faut un examen ophtalmo, de préférence chez un rétinologue, quelqu'un qui est spécialisé en rétine, ou là, à Mustapha, ils ont un très bon service en fait, de néonat, et même au niveau du service d'ophtalmologie, ils ont une RETCAM où ils peuvent examiner toute la rétine de ces enfants prématurés. Donc, les facteurs de risque de la rétinopathie du prématuré, c'est l'âge, la prématurité,
comme son nom l'indique, le poids de naissance inférieur à 1500 et l'oxygénothérapie. D'accord? Donc, c'est les trois facteurs de risque. Donc, là, toutes les réponses sont justes. OK, donc je compte sur vous pour sensibiliser par rapport à ça. La cycloplégie est systématique que chez l'enfant pour la mesure de la réfraction. Des fois, chez l'adulte, on peut faire la réfraction. Idéalement, sous cycloplégie, chez les adultes. Mais on peut la faire aussi sans cycloplégie. Mais chez l'enfant, c'est obligatoire. D'accord? Parce que l'enfant a un pouvoir accommodatif très, très élevé par rapport à l'adulte. Donc, vous ne pouvez jamais avoir la réfraction exacte sans cycloplégie. Voilà. Donc, parmi les étiologies suivantes, alors, pourquoi ça descend pas? C'est bon. Parmi les étiologies suivantes, quelles sont celles responsables d'une baisse d'acuité visuelle brutale? On va choisir la réponse fausse. Hémorragie intravitréenne, ça peut donner une baisse d'acuité visuelle brutale. Décollement de rétine rhigmatogène, oui, ça donne une baisse de l'acuité brutale. Occlusion de l'artère centrale de la rétine, oui. Cataracte sénile, non. Ça donne une baisse de l'acuité visuelle progressive. Maladie de Horton, oui. Une neuropathie avec une baisse rapide de l'acuité visuelle. Donc là, la réponse fausse, c'est la D, la cataracte sénile. OK? On est tous d'accord? On passe. Les étiologies de l'hémorragie intravitréenne. La réponse juste. Rétinopathie diabétique, oui. Décollement postérieur du vitré, oui. D'accord? Donc, à chaque fois qu'il y a un détachement du vitré postérieur, ça peut tirer sur un vaisseau rétinien et entraîner une hémorragie intravitréenne. Les traumatismes, oui. L'occlusion de la veine centrale de la rétine, oui. Surtout au stade de complication ou quand il y a une ischémie rétinienne avec développement de nouveaux vaisseaux, ça peut donner une hémorragie dans le vitré. Donc, toutes les réponses sont justes. C'est bon? Si vous n'avez quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez le mettre en commentaire. On passe. Tous ces signes cliniques sont classiquement observés dans le glaucome congénital. La réponse fausse. La buphtalmie, oui. Une photophobie, oui. Un épiphorat mental, larmoiement réflexe, oui. Une sylvidriase aréflexique, non, ça n'a rien à voir. Il y a pas de raison d'avoir une sylvidriase aréflexique. Un blépharospasme, oui. Donc, il y a une atteinte de la cornée. À chaque fois qu'il y a une atteinte, même en dehors du glaucome congénital, à chaque fois qu'il y a une atteinte de la cornée, vous pouvez avoir une photophobie, un épiphorat, c'est-à-dire un larmoiement, et un blépharospasme. Parce que tous ces signes-là sont des signes réflexes pour protéger la cornée. La buphtalmie, c'est vraiment typique pathognomonique du glaucome congénital. On passe. Concernant le glaucome congénital primitif, réponse fausse. Il existe une prédominance masculine, oui. Elle est causée par une dysgénésie de l'angle iridocornéen, oui. Elle est en général unilatérale, non, c'est bilatéral mais asymétrique. En général, c'est bilatéral, ça touche les deux yeux, mais asymétrique. C'est une urgence chirurgicale, oui. Un larmoiement clair est un signe révélateur fréquent, oui. OK? Donc, toutes les réponses sont justes, à part la réponse C. Elle est en général bilatérale, mais chez unilatérale, mais asymétrique. Voilà. Donc, on passe. Un nourrisson de 5 mois, présent depuis la naissance. Alors, il y a une question. Qu'est-ce que vous voulez dire par glaucome asymétrique? C'est-à-dire, il y a une atteinte plus grave dans un œil plus que l'autre œil. Il y a un corne, une buphtalmie vraiment très importante d'un œil et l'autre œil, il est touché, il y a un œdème de cornée, mais la buphtalmie, elle est moins importante. Il y a une atteinte des deux yeux, mais un œil, il est plus gravement touché que l'autre œil. En général, c'est ça le tableau clinique. Non, c'est une prédominance masculine pour le glaucome congénital. OK? Voilà, donc c'est bon pour les questions, on passe. Un nourrisson de 5 mois présente depuis la naissance un larmoiement au niveau de son œil gauche avec des sécrétions mucopurulentes. Il faudra suspecter la réponse juste. Un glaucome congénital primitif. Non, vous pouvez dire avec un larmoiement, mais là vous avez des sécrétions mucopurulentes. C'est en faveur du conjonctivite. Imperforation, et en plus, ça touche qu'un seul œil, c'est que l'œil gauche. Imperforation lacrymo-nasale, oui. Rétinoblastome, non. La rétinoblastome, c'est le halococoré surtout. Conjonctivite gonococcique, oui. Et alors, l'imperforation, pardon, la conjonctivite gonococcique, c'est une réponse fausse parce que c'est pas, je viens de voir l'âge, c'est pas à 5 mois. La conjonctivite gonococcique, c'est vraiment en postpartum immédiat. Donc, à l'âge de 5 mois, c'est surtout l'imperforation lacrymo-nasale. La toxoplasmose oculaire, non. Donc, les deux, euh,
les deux étiologies qui peuvent donner des sécrétions mucopurulentes, c'est la conjonctivite gonococcique et la perforation lacrymonasale. Mais هنايا, en prenant en considération l'âge, c'est la perforation lacrymonasale. OK? Alors, راح يحبس الزوق, allez, c'est bon. Donc, on revient après. Si ça s'arrête, je vais revenir dans 10 minutes. هكذاك. OK? Quelles sont les causes d'épiphorat? L'épiphorat, c'est l'armoiement réflexe. Réponse juste. Imperforation lacrymonasale, oui. Glaucome congénital, oui. Kératite, oui. Conjonctivite, oui. Donc tout ça peut donner un épiphorat en l'armoiement. Donc toutes les réponses sont justes. On passe. La crise de glaucome aigu par fermeture de l'ongle. Cochez la réponse fausse. S'accompagne d'une hypertonie oculaire majeure, oui. Comme des fois, ça arrive tel 80 mm de mercure. Survient chez un sujet hypermétrope. Oui, c'est un facteur de risque. Donc, les facteurs de risque du GFA, c'est surtout l'hypermétropie, contrairement au GPAO, c'est la myopie. Le GPAO, le glaucome primitif à angle ouvert. Donc, retenez, c'est la myopie pour le GPAO, l'hypermétropie pour le GFA. Se manifeste par un œil rouge douloureux avec baisse de l'acuité visuelle, oui. Le myosis fait partie du tableau clinique. Non, c'est faux. C'est la semi-mydréas. OK? L'extraction du cristallin peut être indiquée lors de la prise en charge, oui. Parmi les options thérapeutiques chirurgicales qu'on peut offrir à ces patients-là, c'est l'extraction du cristal. OK? Donc la réponse fausse, c'est le myosis. Parmi ces facteurs de risque, lequel prédispose au développement du glaucome chronique à angle ouvert? La réponse juste. Donc, un a l'âge, oui. La race africaine, oui. La myopie. L'histoire familiale du glaucome. Tout ça. Donc, c'est un, 2 et 3 et 4. C'est la E. Donc, il y a une question. Qu'est-ce que... Alors, on peut rester sans cristallin? Oui, en fait, c'est la chirurgie de la cataracte. Quand on fait l'extraction du cristallin, on met un implant à sa place. Donc, هنايا, la différence, c'est une extraction d'un cristallin clair, pas cataracté. OK? La phacoémulsification, la chirurgie de la cataracte, on enlève le cristallin, cataracté, on met un implant. هنايا, pour gérer cette crise douloureuse, donc on va enlever le volume parce que c'est un œil qui est réduit, petit. En enlevant le cristallin, même s'il est clair, ça va réduire le tonus oculaire. Mais dans ce cas, on ne met pas d'implant. Si, on va mettre un implant, bien sûr. On ne va pas laisser le patient AFAC. Déjà, il est hypermétrope, il est AFAC, mais il chauffe pas. OK? On implante. Sauf s'il y a un problème, dans certains cas, il y a des complications, on ne pourra pas implanter. Mais la règle, c'est quand on fait la chirurgie du cristallin, on met un implant qui va jouer son rôle réfractif après. OK? Voilà, donc on passe. Toutes ces options thérapeutiques peuvent être utilisées dans le traitement du glaucome chronique à angle ouvert, sauf une. Donc, le traitement du glaucome chronique à angle ouvert. La réponse fausse. L'iridotomie périphérique au laser YAG. Ça, c'est pas pour le GPAO, le glaucome primitif à angle ouvert. C'est pas le laser YAG, c'est pour le GF. Déjà, regardez, c'est une réponse fausse. Les bêta-bloqueurs, oui. Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, oui. La trabutylectomie, oui, c'est ça le traitement chirurgical. Et les prostaglandines. OK? Donc, tout ça, ça fait partie de l'arsenal thérapeutique du GPAO, sauf le iridotomie périphérique ou lasériaque. AD, c'est pour le GFA. Le glaucome primitif à angle ouvert, la réponse juste. Réalise le tableau d'une neuropathie optique chronique unilatérale. Non. Donc, bilatérale. S'associe toujours à une hypertonie oculaire. Non. On a dit qu'il y a des glaucomes à pression normale. S'associe souvent à une hypermétropie avec des facteurs de risque cardiovasculaire, à une myopie, pas une hypermétropie. C'est une pathologie cécitante dont la surveillance repose uniquement sur les valeurs du tonus oculaire. Pas uniquement sur ça. Qui marque le coup, il y a le tonus oculaire, il y a la gonioscopie, il y a le fond d'œil. La trabéculoplastie au laser SLT peut être proposée comme un traitement de première intention, oui. D'après les dernières études, on peut proposer le SLT comme un traitement de première intention à la place du traitement médical. Parmi les glaucomes secondaires, cochez la réponse fausse. Le glaucome pigmentaire, oui, ça c'est un glaucome secondaire. Pseudo-exfoliatif, oui, c'est un glaucome secondaire. Le glaucome phacomorphique, oui. Le glaucome néovasculaire, oui, c'est un glaucome secondaire. Le glaucome congénital, non. Ah bah, c'est un glaucome primitif. C'est pas un glaucome secondaire. L'atteinte du nerf oculomoteur 3 peut se manifester par cocher la réponse fausse. Donc, la paralysie du nerf 3. Un strabisme
Divergent. Exotropie, oui. Limitation de l'abduction de l'œil atteint, oui. Alors, le, de l'adduction, pas l'abduction. Imptosis, oui. Atteinte de réflexe photomoteur, oui. Limitation de l'élévation et de l'abaissement. Donc, la réponse fausse, c'est la B. OK? Donc, c'est une limitation de l'adduction parce que l'œil, il est déviant. Quand vous avez le tableau en fait, descriptif de la paralysie du 3, vous avez un ptosis, d'accord? Vous pouvez avoir une atteinte du réflexe photomoteur aussi pour la pupille. Vous allez avoir un œil dévié en externe, en XT, d'accord? Une exotropie et une limitation de l'adduction, pas de l'abduction, de l'adduction. Zedo, parmi les complications oculaires de la corticothérapie, la réponse juste. Hypertonie oculaire, œil rouge non douloureux, uvite, glaucome primitif à angle ouvert et kératite. Donc, c'est l'hypertonie oculaire. La corticothérapie peut donner un glaucome secondaire qui dit glaucome cortisonné, mais chez le glaucome primitif à angle ouvert. D'accord? Donc, toutes les réponses sont fausses sauf la A, l'hypertonie oculaire. Il y a aussi la cataracte comme une complication de la corticothérapie. Les facteurs de risque du trachome sont cocher la réponse fausse. Le défaut d'hygiène collective, oui. Le manque d'eau, la promiscuité et la saleté du visage, oui. Exposition répétée au chlamydia trachomatis, le sexe masculin. Alors, le sexe féminin, plus que le sexe masculin. Donc, la réponse fausse, c'est la E, le sexe masculin. Tout ça, c'est des facteurs de risque. Le premier diagnostic à éliminer lors de la découverte d'un strabisme chez l'enfant, à des blâmes comme c'est quoi? C'est le rétinoblastome. D'accord? Sans chercher les autres. Le rétinoblastome, c'est le premier diagnostic à éliminer devant la découverte de leucocoréole ou d'un strabisme chez l'enfant. Quel est le signe qui définit la paralysie oculomotrice? La diplopie binoculaire. C'est ça le signe qui définit une paralysie des deux yeux. OK? Z2, concernant la sclérose en plaques, la réponse fausse peut donner une paralysie oculomotrice, oui. Peut donner une névrite optique rétrobulbaire, oui. Peut donner une uvite, oui. Le bilan inflammatoire sanguin est toujours positif, non. Les potentiels évoqués visuels aident au diagnostic. Donc, le bilan inflammatoire, on peut le faire et il peut être normal. Donc, il n'est pas toujours positif. Mais tout ça, c'est en faveur d'une sclérose en plaques. Toutes ces pathologies peuvent donner une uvite. La réponse juste. Alors, la tuberculose, oui. L'arthrite chronique juvénile, oui. Arthrose, non. Carcinome hépatique, non. Le lupus érythémateux disséminé, oui. Donc, on a un, 2 et 5. Arthrose et carcinome hépatique, non. Donc, on ne sépare pas parmi les étiologies des uveites. Donc, un, 2 et 5. Donc, vous avez la E. Concernant le mélanome malin de la choroïde, cochez la réponse juste. Est une tumeur maligne à point de départ rétinien. Le risque de métastase, alors on va dire, donc c'est une tumeur maligne à point de départ choroïdien, mais chez rétinien. Le risque de métastase est faible, non, c'est élevé parce que la choroïde, c'est un tissu vasculaire. C'est la tumeur oculaire la plus fréquente de l'adulte, oui. L'énucléation est le traitement de choix. Alors, le traitement conservateur, c'est le traitement de choix. L'énucléation, quand on ne peut pas faire, quand on n'a pas accès au traitement conservateur ou quand la tumeur est grande taille. Mais c'est la tumeur oculaire la plus fréquente de l'adulte. Le diagnostic est basé sur les images de l'OCT, non. Alors, c'est un examen clinique avec les images de l'échographie mode P. Concernant le rhabdomyosarcome, ça touche l'enfant de 8 ans, oui. Urgence diagnostique et thérapeutique, oui. Chimiosensible, oui. Se développe à partir des cellules mésenchémateuses indifférenciées ayant le phénotype de cellules musculaires striées, Machelis. Donne une exophthalmie non axile aiguë. C'est ça. La prochaine question. Concernant le rétinoblastome, la réponse fausse. C'est une tumeur d'origine génétique, oui. Les formes bilatérales sont rares. Non, la plupart des cas sont des formes bilatérales, donc je pense que c'est ça la réponse fausse. La TDR met en évidence des calcifications, oui. Dans les formes avancées, on peut observer une buphtalmie. C'est ça, oui. Quand on laisse ce rétinoblastome, ce traitement, ça va donner une atteinte de toute l'orbite et ça va donner une buphtalmie. La forme endophytique est la plus fréquente, c'est ça, c'est la forme endophytique. Donc c'est vrai, c'est juste. La réponse fausse, c'est la B. Les formes bilatérales sont rares, donc sont fréquentes. Concernant l'HTA, la réponse fausse. Les signes d'HTA et l'athérosclérose sont intriqués dans la majorité des cas, c'est vrai. Les taches d'Eshing sont vues dans la phase aiguë de la choriopathie hypertensive, oui. L'œdème papillaire signe la gravité de l'HTA, oui.
Les nodules cotonneux sont observés dans le stade modéré de la rétinopathie hypertensive. Oui. La baisse de l'acuité visuelle est observée dès le stade précoce de la rétinopathie hypertensive. Ça, c'est faux. D'accord? Au début, on peut avoir une rétinopathie hypertensive avec une acuité visuelle très conservée, à 10 sur 10. C'est ça l'intérêt du dépistage. Donc, pour les patients qui sont suivis pour diabète ou HTA, il faut faire l'examen du fond d'œil annuel, justement pour dépister les stades précoces de la maladie, de la rétinopathie, parce qu'au début, la maladie peut être asymptomatique. La prochaine question, l'HTA favorise la survenue de toutes ces complications. Cochez la réponse fausse. Occlusion artérielle rétinienne, oui. Occlusion veineuse rétinienne, oui. Glaucome primitif à angle fermé. Non, ça n'a rien à voir. La paralysie oculomotrice, oui. Et la maladie de Horton, oui. Donc le glaucome primitif à angle fermé, donc ça n'a rien à voir avec l'HTA. Le diabète peut donner ses complications oculaires. La réponse fausse. Un œdème maculaire, oui. Un cataracte précoce, oui. Un glaucome néovasculaire, oui. Des uveites intermédiaires, non, c'est faux. Une atteinte papillaire. Donc oui, donc la réponse fausse, c'est les uveites intermédiaires. Le reste sont toutes des complications du diabète. Alors, pour les gens qui sont là, qui viennent d'arriver, je parlais de la réponse du rhabdomyosarcome. Donc, la réponse fausse, c'est le muscle lisse, d'accord? C'est cette réponse D. Se développe à partir, donc, c'est les muscles striés, machés lisses. Voilà, donc on parlait des complications du diabète. Les principaux facteurs de risque de la rétinopathie diabétique sont la réponse fausse. Donc, l'ancienneté du diabète, oui, c'est un facteur de risque de la rétinopathie. Un équilibre progressif du diabète. Non, c'est l'équilibre rapide surtout. Donc, allez, c'est faux. L'adolescence, oui. La grossesse, oui. L'hypertension artérielle, oui. Donc, tout ça peut accélérer l'apparition, la progression de la rétinopathie diabétique. Mais l'équilibre progressif, non, au contraire. Là, on demande aux patients un équilibre progressif. Même quand on fait la lettre pour le diabétologue, on demande un équilibre progressif pour éviter justement le développement ou la progression de la rétinopathie diabétique. C'est l'équilibre rapide qu'il faudra éviter. On passe, donc il y a une question, je pense. Docteur, vous allez mettre l'enregistrement après, s'il vous plaît, mais vous n'aurez pas le temps de le revoir, je pense. C'est la veille de l'examen. Parce que l'enregistrement, ça prend du temps déjà. La vidéo pour enregistrer, en fait, parce que je vais faire un montage sur une application, ça prend du temps. Et pour la mettre sur YouTube aussi, ça prend du temps. Donc, peut-être vous aurez la vidéo en ligne à minuit, peut-être, et vous n'aurez pas le temps de la revoir. OK? Si vous avez quelque chose à poser, vous pouvez profiter maintenant. J'ai pas assisté le début de cette session maintenant. Donc, on peut revoir les questions. Sont des questions simples. Donc, allez, on كملوا le sujet, بعد on revient vers les premières questions. OK? Alors, donc c'est bon, on passe. Voilà. La question suivante. Concernant la rétinopathie diabétique, la réponse fausse. La présence de néovaisseaux rétiniens impose des séances de photocoagulation. C'est juste. Donc, dès que vous trouvez un seul néovaisseau, il faut commencer la PPR. L'association d'un œdème maculaire sévère avec une vision basse impose un traitement par des injections intravitréennes. Oui, bon, on commence toujours par le traitement, l'équilibre glycémique d'abord, on va dérouler le traitement par injection intravitréenne. Donc, on va garder cette question, حتى نشوفوا les autres associations. Une rétinopathie diabétique proliférante modérée s'accompagne systématiquement d'une baisse d'acuité visuelle. Proliférante modérée. Alors, il y a des niveaux. La baisse de l'acuité visuelle, c'est en général le dème maculaire, la présence de dème maculaire. Mais quand on arrive déjà au stade de prolifération, c'est rare qu'il n'y ait pas de dème maculaire. معليش, dans le cas de la question bêta hafid, on passe à l'autre. L'OCT maculaire aide à la classification de la rétinopathie diabétique, à la classification de l'œdème maculaire diabétique, mais j'ai la rétinopathie. Donc là, on a une réponse juste. OK? Donc, Hekda, comment en fait procéder quand vous avez des associations? La une, c'est une réponse juste. Donc, c'est surtout entre A, D et E, parce qu'on est sûr que la une, c'est une réponse juste. Qu'est-ce qu'on pourra éliminer comme réponse? L'association d'un œdème maculaire sévère avec une vision basse impose un traitement par injection intravitréenne. Alors oui et non.
La 3, une rétinopathie diabétique, on va choisir la plus juste. Proliférante modérée s'accompagne systématiquement d'une baisse de l'acuité visuelle. J'aime pas tout ce qui est toujours systématiquement et tout ça, bien que c'est rare. C'est rare qu'il n'y ait pas de dème maculaire avec une rétinopathie diabétique proliférante. Mais la rétinopathie diabétique en elle-même ne donne pas une baisse de l'acuité visuelle. C'est le dème maculaire diabétique. L'OCT maculaire, on peut l'éliminer, la 4. C'est la classification de l'œdème chez la rétinopathie. Donc, on peut éliminer 4. 4, donc c'est entre un et 2 et un et 3. Donc, la plus juste, je dirais un et 2. OK, parce que radé systématiquement, j'aime pas trop. Quand on utilise des anti-VEGF, quand on utilise, quand on a un œdème maculaire. Mais là, la réponse, en fait, elle n'est pas très claire parce que si on vous dit l'association d'un œdème maculaire sévère avec une vision basse impose un traitement par anti-VEGF d'emblée, là, c'est faux. Mais c'est une réponse juste. D'accord? C'est que en présence d'un œdème maculaire diabétique sévère, il faut toujours commencer par un équilibre glycémique. Dès que l'équilibre glycémique est atteint, on commence le traitement par anti-VEGF. Mais allez, c'est une réponse juste parce qu'on marque pas le coche d'emblée. Donc, on va choisir la 1 et la 2. C'est la A qui comme réponse juste. OK? Dans les signes d'athérosclérose, on a un rétrécissement localisé ou généralisé ou les deux. On peut avoir tout ce que vous voulez. Localisé, généralisé, les deux. Donc, il n'y a pas de règle. OK? Donc, à de la question, le but, l'enseignant qui a posé cette question, c'est juste pour attirer l'attention de l'étudiant que c'est pas la rétinopathie diabétique qui donne la baisse de l'acuité visuelle pour la réponse 3. C'est surtout l'œdème maculaire. OK? La rétinopathie diabétique proliférante, elle est responsable des dégâts qui vont venir après, le décollement fractionnel, le saignement, c'est-à-dire l'hémorragie intravitréenne, le glaucome vasculaire. Ces complications-là qui vont donner une baisse de l'acuité visuelle profonde et rapide. Mais la rétinopathie en elle-même ne donne pas une baisse d'acuité. OK? Voilà, on passe. Quel type, alors, pour montrer la question, quel type de brûlure oculaire est généralement le plus grave? Base. Quel type de base? Je ne sais pas. Thermique, acide, c'est basique. OK? C'est la plus grave. Quand le produit est basique, c'est les brûlures oculaires les plus graves. L'exophtalmie de l'orbitopathie dystéroïdienne est la réponse fausse. Axile, oui. Douloureuse, elle peut être douloureuse dans l'orbitopathie dystéroïdienne aiguë. D'accord? Quand l'inflammation est aiguë, donc tout ce qui est inflammatoire, vous savez que c'est douloureux. Mais une orbitopathie thyroïdienne qui est stable, stabilisée, c'est-à-dire que vous avez juste l'exophtalmie, d'accord? Donc là, elle n'est pas douloureuse. Maintenant, on ne parle pas d'exophtalmie, on parle de l'orbitopathie. L'orbitopathie, c'est le contexte aigu en général, donc c'est douloureux. Le plus souvent bilatéral, oui. Non pulsatile, elle n'est pas pulsatile parce qu'il n'y a pas de composante vasculaire. Toutes ces caractéristiques sont fausses. Donc, c'est la E qui est fausse. Tout est juste. Vous recevez aux urgences un patient présentant une plaie de cornée avec un corps étranger oculaire. Quels sont les examens contre-indiqués? La réponse juste. Donc, examen à la lampe à fente, bon. Prise du tonus oculaire à aplanation. Ah ben, il faudra éviter. Tout ce qui est atteinte de la cornée, on ne prend pas le tonus à aplanation, on ne touche pas à la cornée. Parce que aplanation, ça implique le contact avec la cornée. Donc, la 2, déjà, c'est une réponse fausse. Un test à la fluorescéine, oui, on cherche le signe de Seidel surtout. Examen ouvert à trois miroirs aussi, c'est faux. L'examen ouvert à trois miroirs, c'est un examen contact avec la cornée. Donc, on peut éliminer 2 et 4, reste un et 3. Contre-indiqué, pardon. Donc, on va éliminer la 2 et la 4. OK, la E. Donc, surtout, des fois, d'accord, ça prête à confusion. Laisse bien تركزوا avec les questions. Réponse juste, réponse fausse, je sais pas quoi. Déjà, انتوما مع stress, on dit لكم هذا le stress, la réponse juste, réponse fausse. OK? Donc, ركزوا مليح. D'accord, je sais que vous connaissez les réponses. C'est juste peut-être l'examen, le stress de l'examen. Des fois, vous ne lisez pas bien la question. Vous avez le temps. C'est 1 heure de temps, c'est suffisant pour bien lire les questions. Donc, la première, c'est contre-indiqué. Donc, là, malgré que vous avez comme réponse juste, mais il faut rester avec contre-indiqué. Donc, il ne faut pas faire la planation, il ne faut pas faire l'examen à 3 miroirs. 2 et 4. Là, en fin de journée, قريب d'être une réponse fausse. D'accord. Alors. Dans les signes, ah,
Alors, dans le vide aigu, on peut donner des injections sous-conjonctivales de corticoïdes, oui, on peut donner ça. En général, on fait un petit mélange de corticoïdes, la xylo, d'accord, pour soulager la douleur, et on fait un petit rinçage avec de l'adrénaline. Donc, on rince la seringue avec de l'adrénaline, surtout en présence de synéchie iridocristallinienne. L'adrénaline, ça donne une dilatation, une médréase rapide, et ça peut aider à rompre ces sénichés, surtout dans les stades de début. Parce que les sénichés à dos, des fois, quand on les laisse, c'est séquelaire. OK? Oui, on peut faire une injection sous-conjonctivale de corticoïdes, surtout quand l'inflammation est sévère, c'est-à-dire un Tyndall à trois croix où là, il y a une inflammation importante au niveau du segment antérieur, on traite avec des sous-canges de corticoïdes. On passe à la prochaine question. Quel examen complémentaire pouvez-vous réaliser? La réponse juste. Radiothérapie. Ah, toujours le contexte de la plaie. Quel examen complémentaire pouvez-vous réaliser? Radiographie orbitaire, oui. Échographie mode B. Alors là, c'est une plaie. Il ne faut pas toucher au globe. Donc, B, on élimine. TDM orbitaire, oui. IRM, non. Surtout quand on a dit on suspecte un corps étranger, je pense. Alors, avec un corps étranger intraoculaire, on ne sait pas, il est de nature métallique ou pas. Donc, l'IRM, elle est contre-indiquée au début. On fait juste un scanner, des radiographies. On évite tout ce qui est contact, c'est-à-dire aplanation, air pulse, la tonométrie aplanation. On évite le verre à trois miroirs et l'échographie mode P. Alors, alors, je reviens à cette question. Donc, la réponse juste, c'est la 1 et la 3. D'accord, c'est la E. Alors, on termine juste et je reviens pour les questions. Quel est votre traitement? Réponse fausse. Hospitalisation, sérum et vaccin antitétanique, oui. Donc, il faut hospitaliser le patient, donner un sérum et un vaccin antitétanique. Séture de la plaie de cornée, oui. Abstention pour le corps étranger, il est inerte. Non, il faut enlever le corps étranger intraoculaire. On peut pas laisser un corps étranger à l'intérieur de l'œil. Antibiothérapie locale et générale. Donc, la réponse fausse, c'est la D. Quelles sont les complications possibles? Réponse juste. Une endophtalmie, oui. Une cataracte, oui. Un glaucome, oui. Une hémorragie intravitréenne, oui. Donc, on peut avoir toutes ces complications. Toutes les réponses sont justes. Je pense que c'est la dernière question. Donc, vous avez 40 QCA.